Chapitre 29. Mauvais temps. Qui se rend de son plein gré en forêt par temps d'orage? Un arbre frappé par la foudre est très dangereux, et se faire doucher par une averse glacée n'a rien d'agréable non plus. Durant plusieurs années, j'ai proposé dans mon district des stages de survie. Les participants passaient un week-end en forêt avec pour tout équipement un sac de couchage, une tasse et un couteau. Ils dormaient dans les bois et y cherchaient de quoi manger. C'est tout à cette quête que nous fûmes un jour surpris par un violent orage qu'il nous fallut par la force des choses patiemment supporter. En plus d'être trempés, les participants s'alarmaient des coups de foudre alentour, tandis que j'affichais une sérénité forcée, censée empêcher l'affolement général. En mon fort intérieur, je commençais quand même à paniquer, lorsque la foudre frappa violemment à une centaine de mètres de nous. Or, même quand on n'est pas soi-même touché, les abords d'un arbre sont dangereux en pareil cas, comme j'ai eu plusieurs occasions de l'observer juste après un impact. Le tronc déchiré n'est pas le seul à mourir. Une dizaine d'autres arbres du voisinage peuvent aussi y rester. Dans un cas extrême, j'ai même constaté les dégâts causés par une sorte de lancer de couteau. La foudre avait engendré des tensions telles dans un épicéa qu'il avait littéralement volé en éclats, en voyant une multitude de lames de bois se ficher dans une souche voisine. Lors de ce stage, nous fûmes récompensés, une fois l'orage passé, par un beau spectacle animalier. La pluie cessa d'un coup, et une trouée s'ouvrit entre les nuages, laissant filtrer les rayons chauds du soleil. Autour de nous, la végétation fumait. C'est alors qu'un chevreuil surgit dans une petite clairière. L'animal, trempé jusqu'aux os, cherchait un peu de chaleur pour se sécher. Il en allait pour lui comme pour nous, et je sentis un lien étroit et spontané nous unir. Que vivent, au fond, les animaux sauvages? Il leur faut patiemment supporter tous les temps, 365 jours par an, et à la saison froide, c'est sûrement très désagréable. Ou pas. Regardons-y de plus près. Commençons par le pelage qui protège bien mieux de l'humidité qu'on ne le croit communément, car la même graisse que nous, humains, ne cessons d'éliminer de nos cheveux, imprègne leur toison. De plus, l'implantation descendante des poils du dos contribue à conduire l'eau vers le bas, un peu comme les tuiles d'un toit. La peau des chevreuils, des cerfs et des sangliers reste donc sèche, si bien qu'ils ne sentent pas tout de suite l'humidité. Cela ne commence à devenir désagréable pour les animaux que lorsqu'un vent violent projette l'eau latéralement. Elle pénètre alors entre leurs poils. Les plus âgés le savent fort bien et au besoin se déplacent pour rejoindre un petit coin à l'abri. Ils se tiennent alors de manière à tourner le dos au vent. La face, plus sensible, reste ainsi épargnée par ces assauts. C'est surtout la neige, quand les températures flirtent avec le zéro, qui est plus embêtante. Les flocons, en fondant, se fraient lentement un passage entre les poils et font frissonner les chevreuils et les cerfs. S'ils gèlent franchement, en revanche, les animaux se sentent nettement mieux. Leur pelage d'hiver se dresse et isole tellement bien qu'il retient des heures durant une neige fraîchement tombée. N'est-ce pas la même chose pour nous? Ne préférons-nous pas un vrai jour de gel à moins 10 degrés qu'un temps pluvieux et venteux à plus 5 degrés? Le ressenti des animaux n'est pas fondamentalement différent du nôtre, si ce n'est que, dans l'ensemble, ils supportent mieux les basses températures. Et encore, même cela n'est pas gravé dans le marbre. Je songe par exemple à un autre stage de survie. Il y a des années, j'en avais organisé un en hiver, et le week-end de janvier en question, il faisait vraiment un sale temps. Les températures tournaient autour de zéro et, d'heure en heure, la pluie alternait avec la neige. Le bois était tellement humide que le feu de camp avait du mal à prendre. Je m'attendais à ce que les participants déclarent forfait rapidement. Mais après une nuit passée dans des sacs de couchage humides et froids, les corps s'étaient, semble-t-il, adaptés et plus personne ne grelottait. Nous avions manifestement atteint le niveau de confort des animaux sauvages.
L'été, en dehors du soleil qui réchauffe, il y a une autre raison pour les animaux d'abandonner l'épais toit de feuilles qu'offrent les arbres pour une petite clairière. Le feuillage du hêtre et celui du chêne goûtent très longtemps. Comme le dit le proverbe, dans une forêt de feuillus, il pleut toujours 2 fois. Chevreuils et cerfs, s'ils y restent, se font donc arroser plus longtemps. Mais ce n'est pas la seule nuisance. Les gouttes font du bruit en tombant, empêchant les animaux d'entendre approcher les prédateurs qui, eux, profitent de ces conditions pour traquer leur proie. Voilà pourquoi, quand il s'arrête de pleuvoir, les cervidés préfèrent gagner une clairière pour y prêter l'oreille et s'assurer que tout va bien. Pour les petits mammifères comme les campagnols, c'est plus compliqué. Quand je me rends sur la pâture des chevaux partant de pluie, l'hiver, il arrive que de l'eau jaillisse des entrées de galeries qui jalonnent le terrain en pente. Comment les petits rongeurs font-ils pour survivre? Pour eux, avoir le pelage humide est bien plus dangereux que pour les gros animaux, puisqu'ils perdent bien plus de chaleur proportionnellement à leur poids, tout en ayant d'énormes besoins caloriques. Il leur faut manger tous les jours une quantité correspondant à leur propre poids. S'ils sont mouillés, leur consommation d'énergie bondit. Et comme ils n'hibernent pas, ils ne connaissent pas de répit et s'efforcent chaque jour de trouver à manger. Ils ont cependant un faible pour les racines d'herbe, ce qui leur épargne d'avoir à sortir dans le vent glacé, leur galerie souterraine offrant tout ce qu'il faut. Mais que se passe-t-il quand l'eau y ruisselle? Les petits malins ont prévu le coup, grâce à une architecture spéciale. L'entrée de leur refuge est en pente, si bien que le rongeur peut s'y laisser tomber comme une masse s'il lui faut fuir rapidement sous terre en cas de danger. Les galeries plongent d'abord en profondeur, bien plus que nécessaire. Elles ne remontent légèrement qu'un peu plus loin pour aboutir à de petites chambres confortables, capitonnées d'herbes tendres. S'il pleut au point que de l'eau s'écoule dans les abris, celle-ci s'accumule dans les segments les plus profonds, tandis que les habitants restent bien au sec. Et comme les abris sont reliés entre eux par une multitude de tunnels, les rongeurs peuvent prendre la fuite si l'eau s'infiltre dans leur refuge. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Quand, notamment l'hiver, de fortes pluies inondent la prairie, elles piègent au moins une partie des campagnols qui finissent misérablement noyés dans leurs chambres souterraines.